Chers amis, les premiers froids arrivent. Bientôt, ce gouvernement qui nous aime tant nous parlera de froid polaire, nous demandera de sortir les pneus neige et les écharpes, les bonnets et les gants de laine et de ne pas trop laisser la fenêtre ouverte. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la 3e émission de La Tête hors de l'eau, dont les 2 premières ont eu lieu en octobre. Se maintenir la tête hors de l'eau, c'est à la fois se réjouir des progrès. Par exemple, ce soir, j'ai 2 invités qui sont je ne sais pas où dans la planète, mais qui, grâce aux merveilles de la visio, sont avec moi dans le studio, que je peux voir. Je vais saluer mon premier invité, qui alors, merci d'être en ligne, cher monsieur. Je n'ose pas prononcer votre nom parce que j'ai peur de me tromper. Comment prononce-t-on votre prénom et votre nom ? Bonjour, chers consoeurs et bonjour, chers auditeurs. Alors, le prénom, c'est Stéphane, puisque c'est Stéphane sans E à la fin. Donc, j'hésitais entre Stéphane et Stéphane, voilà. Demac, que j'utilise de moins en moins en dehors de la Belgique, parce que c'est effectivement imprononçable. Et de Montalet, qui est beaucoup plus facile pour tout le monde. Bon, Stéphane Demac de Montalet, j'essaye quand même, mais on peut effectivement, on peut retenir de Montalet, effectivement. Et donc, vous êtes mon premier invité et je vais expliquer pourquoi. J'ai donc intitulé cette émission de manière tout à fait iconoclaste. Le manager est-il le nouveau prêtre ? Je crains que certains ne soient choqués. Je voulais simplement dire que dans les découvertes modernes, il y a donc ces magnifiques possibilités de se voir en visio et de rester tranquillement chez soi, ce qui est absolument formidable. Mais il y a aussi le management. Alors le management, ça fait partie de ces découvertes modernes qui se sont imposées partout et qui, petit à petit, a tendu à remplacer certaines choses, comme l'autorité, comme la hiérarchie, et a tendu à s'imposer comme une nouvelle religion. D'où le titre de cette émission. Bien sûr que non, le manager n'est pas le nouveau prêtre, mais on peut tout de même s'interroger. Alors avec mon premier invité, nous parlerons de l'application, en fait, du management dans la formation et des conséquences bénéfiques, bien sûr, sûrement, mais également des conséquences potentiellement négatives. Et puis, dans mon second invité, lui, nous parlera du management sur lequel il fait très bientôt un colloque à l'IPC et où on se posera la question carrément de savoir si le management n'est pas en train de remplacer à la fois la politique et la religion. Voilà. Alors, avant, un petit édito quand même pour l'actualité. C'est ma partie de l'émission. Je suis désolée de l'infliger à mes invités, mais voilà, ça fait partie des traditions. Alors, rapidement, Nicolas Sarkozy est sorti de prison. Il est quand même vénard si l'on pense par exemple à monsieur Ekrem İmamoğlu, qui est maire d'Istanbul, qui est le rival d'Erdogan et qui lui est emprisonné depuis mars 2025 et qui a à son actif, d'après la Cour, 142 infractions, fraude, blanchiment, appel d'offres, etc. Et son acte d'accusation fait pas moins de 3700 pages, et il y en a, si on compte bien, pour 2430 ans de prison. Voilà, si un coup d'État ne vient pas renverser le régime d'ici là, bien entendu, comme ça arrive quelquefois. Voilà. Donc, le canon, dernier argument du roi, ultima ratio regum, ou regum, comme on veut, eh bien, le canon français a sorti son argument massu, ils ne font de mal à personne, puisque, vous le savez certainement, ils ont été classés dans dans le vaste clan des fachos, des droitards, des extrêmes droitards, etc. Alors que ce qu'ils font, ce sont des dîners bien... Qui sont, paraît-il, très bons. Je n'y suis pas allée, mais enfin, en tout cas, de tradition et avec des chansons françaises, comme on en donne sur Radio Courtoisie. Et donc, ils avaient été interdits de château, puisqu'ils avaient loué un château pour une soirée, et un autre propriétaire, a proposé de les accueillir. Ça se passe en Bretagne, et il est intervenu sur les ondes de CNews le 6 novembre, et nous ne pouvons que saluer son esprit d'indépendance par rapport à des pressions qui ont été faites sur lui. Charles III a visité le pape, une grande première depuis 1535. À cause d'un différend sur quoi déjà ? Ah oui, le divorce.
Preuve que le pape est aujourd'hui beaucoup plus indulgent. Et s'il avait été pape sous Henri VIII, Thomas More n'y eût pas perdu la vie. Arsène Lupin s'appelle désormais Rachid ou Mamadou. Il est un peu distrait, un peu maladroit. Mince, la couronne est tombée. Ramasse, Mamadou. Mamadou, tu descends, mais je peux pas, c'est trop bas. Et hop. Sur 150 millions, il n'en reste plus que 88. Je fais allusion, bien sûr, au vol qui s'est produit au Louvre. Le nouveau ministre de l'Intérieur n'a pas manqué de dire qu'il était très vite intervenu, ce qui avait fait échouer l'opération, et le président lui-même a dit qu'on allait retrouver les bijoux. Bon, on est un peu soupçonneux quand même. Tout ça n'est-il pas pour montrer que le précédent, ministre de l'Intérieur n'était pas à la hauteur? On devient méfiant. No Kings, mouvement américain, à comparer avec No Kids, il n'y aura pas de roi. Est-ce que, du coup, comme un mouvement Yes Kids s'est élevé en France, il y aura un mouvement Yes King? On entend parler beaucoup ces temps-ci de Monseigneur, notre candidat Bourbon d'Espagne au délicieux accent qui récemment est apparu sur Radio Courtoisie. Rivalité bien sûr avec les Orléans, deux belles familles avec de beaux enfants, succession assurée. Allons, rêvons un peu. Philippe de Villiers, tel son ancêtre devant les murs de Jérusalem, décide de forcer la porte, non pas de face, car le pont est levé, mais de manière latérale, par l'élection. Une fois élu, il prépare le terrain institutionnel à l'arrivée au pouvoir d'un roi. Monk, par exemple, Franco, tous ces gens-là l'ont fait. Et il faut dire que, les rois sont toujours là. Toujours là en Espagne, toujours là en Belgique. Vous vous ennuyez le dimanche, justement, vous pouvez renouer avec la vraie monarchie de droit divin. Vous pouvez aller le dimanche 23 novembre, entendre la messe du couronnement de Charles X, le dernier roi à avoir tenté de ressusciter la monarchie de droit divin, ou, bien sûr, à Saint-Eugène-Sainte-Cécile. Je crois que je vous donne même pas l'adresse, car beaucoup d'entre vous la connaissent, mais vous la trouverez bien sûr sur le site de Radio Courtoisie à la suite de cette émission. Alors, nous allons aborder donc notre sujet qui est à la fois la recherche faite à l'IPC, le colloque sur la philosophie du management, avec Baptiste Rapin, que nous aurons en deuxième partie d'émission, la dernière demi-heure de l'émission. Et donc, nous allons écouter mon premier invité qui... Lui est docteur en éducation et business management de l'HEC de Bruxelles, c'est bien ça? Je ne vous entends plus. Pardon, je ne disais pas exactement. J'ai un master en ingénierie et en gestion d'entreprise de HEC Bruxelles, effectivement, mais je suis docteur à la fois en sciences de l'éducation et en sciences de gestion de l'université de Grenade en Espagne. Alors, il faudra corriger sur Wikipédia, parce que, à moins que ce soit moi qui ai tout mélangé, voilà ce que j'avais trouvé sur Wikipédia. Donc, c'est très bien d'avoir. Alors, vous êtes international par nature. Vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Grenade, vous êtes à Mexico, vous êtes, d'après ce que j'ai vu, vous avez beaucoup voyagé, vous dirigez beaucoup de formations qui se trouvent à l'étranger. C'est bien ça? Effectivement, et là je vous parle de Lyon, ville de la gastronomie, de la tradition hôtelière et de la grande gastronomie. Alors à ce propos, j'ai été regarder, parce que évidemment j'ai lu ce que vous écriviez, et puis j'ai été regarder. J'étais très intriguée par le fait que vous disiez que l'Institut Paul Bocuse avait changé de nom, et s'appelait Life, ce qui est quand même très bizarre, avec un Y en plus, donc c'est même pas de l'anglais, donc c'est très curieux. Et alors j'ai été voir, je suis quand même content d'avoir trouvé le fin mot de l'histoire. Ils ont voulu que ce soit à la fois Lyon, donc L-Y, et je sais pas quoi, pour off peut-être, off Lyon, enfin on sait pas. Alors les explications sont un petit peu, effectivement, un petit peu brouillon. D'après ce que je comprends, Life devrait signifier Lyon for Excellence. Ah voilà, for Excellence, voilà. Voilà. Alors que justement, ce nom vient de tout un déroulé, toute une progression qui consiste justement à tourner le dos à l'excellence.
Donc c'est un petit peu paradoxal, Voilà, ça effectivement. va être un petit peu notre sujet du jour. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez... Alors, vous me dites hein, si c'est faux, parce que tout ça, j'ai trouvé sur Internet. J'ai pas voulu vous embêter avant l'émission en vous faisant une interview avant. Et donc, vous êtes président de l'association de défense des valeurs d'excellence. C'est vrai, ça? Tout à fait, c'est bien ça. Association d'ailleurs qui a démarré en s'appelant Association de défense des valeurs de l'Institut Paul Bocuse, justement. Ah, voilà, tout Au tourne autour moment de Paul où, Bocuse. voilà, au moment où l'Institut Paul Bocuse existait encore et au moment où la direction était en processus de repositionnement, c'est-à-dire pour tourner le dos justement à ces valeurs d'excellence. Et c'est ce processus qui a mené dans un deuxième temps au changement de nom. Par la suite, le changement de nom ayant été acté, nous avons décidé de faire évoluer cette association et de nous battre pour la défense des valeurs d'excellence au sens large et de ne pas nous limiter justement à ce cas de feu l'Institut Paul Bocuse, qui est désormais malheureusement une cause perdue. Donc, vous êtes une association, point. Une association vouée à l'excellence, c'est formidable. Exactement, et tout à fait, et à la défense de l'excellence. Alors, est-ce que, c'est peut-être une question indiscrète, mais est-ce que dans votre parcours, je vois par exemple que vous étiez un moment à l'école des Roches, qu'est-ce qui vous a attiré vers pas seulement, eh bien, voilà, faire des cours, mais également vous rapprocher d'institutions qui sont réputées pour leur excellence, précisément? Oui, alors ça aussi, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que quand je suis rentré un petit peu par hasard, effectivement, à l'école des Roches comme professeur de comptabilité, je me suis rendu compte que ces grandes écoles de gestion hôtelière, justement, formaient au management, formaient à la gestion, formaient des cadres d'une façon relativement particulière et justement en se basant sur des valeurs d'excellence. Si vous voulez, l'ADN de ces grandes écoles, jusqu'à il y a une dizaine d'années, était un petit peu similaire à ce qu'ont connu ceux qui ont fait leur service militaire. C'est-à-dire qu'on commence très bas et on commence justement par tout faire. Et je dirais l'ADN de ces grandes écoles était d'essayer de former des futurs directeurs d'école dès la base, c'est-à-dire en faisant des lits, en nettoyant des chambres, en faisant la plonge, etc. Et petit à petit, on monte en compétences et on monte en grade et on devient effectivement un leader, un gestionnaire, un manager, comme vous voulez l'appeler, mais en ayant connaissance du métier. Et c'est vraiment la C'est ça. particularité de ces écoles, c'est à la fois la connaissance métier qui est évidemment super importante, et c'est cette espèce de parcours initiatique qui démarre réellement au bas de l'échelle et qui permet d'avoir une certaine vision de ce qu'est le leadership. Et paradoxalement, nombreuses de ces écoles ont perdu cet ADN pour des raisons que je vais vous expliquer juste après. On va laisser planer un petit peu le suspense. Mais on se rend compte maintenant que la seule école qui conserve cet ADN, eh bien finalement, c'est l'école qui, à l'époque, quand j'écrivais mes premiers articles il y a une bonne dizaine d'années maintenant, était un petit peu l'outsider, le challenger, l'école qu'on montrait un petit peu du doigt comme étant à la traîne, qui voulait jouer dans la cour des grands et qui n'y était pas tout à fait, et qui est en fait l'école Vatel, qui maintenant a réellement pris le leadership sur ces écoles métiers, alors que les autres se sont transformés en écoles de commerce. Alors, c'est la revanche de Vatel, pauvre Ah, Vatel. c'est la revanche de Vatel, tout à fait. Et d'ailleurs, Vatel lui-même devrait être fier de ce que la famille Seban a fait de son nom. Alors, où est cette école? Alors, Vatel est probablement l'école la plus répandue au niveau Ah, mondial. d'accord. Son siège est à Lyon. Ah, très bien.
Et ils ont quelques campus en propriété, notamment à Bruxelles, à Paris, à Nîmes, en Suisse, je crois, également. Et puis, ils ont une cinquantaine de campus à travers le monde qui, eux, sont des campus franchisés. Voilà, mais qui tous suivent, je dirais, un cahier des charges avec des normes de qualité relativement importantes, alors que nous verrons dans quelques instants que les normes de qualité au niveau de l'enseignement supérieur, bah, finalement, malheureusement, et c'est une des raisons de la perte des valeurs d'excellence, les normes de qualité sont devenues absentes dans l'enseignement supérieur, en tout cas si on parle de qualité d'enseignement. Alors attendez, je vais quand même défendre ma corporation. Je ne vais pas Oui, dire l'enseignement supérieur en général, car il y a tout de même toujours, heureusement, et surtout en droit, d'excellentes formations, y compris oui. universitaires. Donc là, nous parlons d'un secteur qui est plutôt du privé, en fait. HEC, les formations pour l'hôtellerie, etc., c'est de l'ordre du privé. C'est pas Voilà, l'université, si vous voulez. effectivement, c'est de l'ordre du privé. Moi, ce que je peux vous parler, c'est essentiellement les écoles de commerce et en particulier les écoles de gestion hôtelière, effectivement. Néanmoins, il y a quand même des choses qui sont extrêmement répandues Oui. et qui ont touché tout le secteur de l'enseignement privé, comme le faux label de qualité instauré en France, qui est le label Calliope, hein, qui est un label officiel français, qui était censé être un label de qualité et qui, en fait, malheureusement, est devenu un label de lourdeur bureaucratique. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de ce label Calliope. Quels sont les critères, alors? Alors, le label Calliope, c'est quelque chose qui est quasiment incontournable quand on veut faire de la formation. Donc, ça va des centres de formation qui font des séminaires relativement courts, mais qui veulent avoir des subventions d'État, qui veulent bénéficier du paiement via les portefeuilles de formation pour lesquels nous cotisons. Et ça s'étend à la totalité des écoles supérieures, qui ont besoin de ce label pour pouvoir exister, pour pouvoir avoir accès, par exemple, au programme d'alternance, pour pouvoir avoir accès au Ah, oui, très CFA, bien. Hmm. pour pouvoir avoir accès aux bourses, à Erasmus, etc. Et en fait, ce label ne considère absolument pas la qualité de l'enseignement, mais bien la bureaucratisation, la normalisation, les standards, c'est-à-dire que vous devez avoir le formulaire B3637 pour stipuler que l'enseignement a bien envoyé sa carte d'identité en format recto verso sur PDF et qu'il n'a pas envoyé une photographie de son passeport. Voilà, grosso Je modo, vois. c'est ça. Et donc, ça ne correspond plus du tout à une qualité d'enseignement. Alors, dites-nous tout. Est-ce que le management a à voir avec cette perte de qualité? Est-ce qu'on a changé les méthodes, en fait? Alors, on n'a peut-être pas changé les méthodes, bien que si, parce que tout ce qui se fait en entreprise est quand même le fruit de ce qu'on apprend à l'école. Or, que ce soit dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur, ça fait quand même quelques dizaines d'années que nous tournons le dos à la méritocratie. Méritocratie qui, pour moi, était finalement la base de la Révolution française et de l'Empire. Non, mais la Euh, base de l'Ancien Régime aussi, Vatel, c'était l'Ancien Régime. Tout à fait, effectivement. Effectivement, mais l'idée, c'est donc que quiconque peut bénéficier d'un ascenseur social, quelles que soient ses origines, sur base du mérite, sur base de la méritocratie. Et on a vu, par exemple, des maréchaux d'Empire qui avaient démarré comme simples soldats. Eh bien, depuis plusieurs dizaines d'années, nous tournons le dos à cette méritocratie. Et avec l'arrivée du wokisme, de ce qu'on appelle la discrimination positive, mais qui en fait est beaucoup plus discriminante que positive, de la généralisation, par exemple, de l'inclusion,
eh bien, nous assistons depuis de nombreuses années à un nivellement vers le bas. C'est-à-dire que nous nous privons justement de cet ascenseur social. Vous savez, moi, j'ai un ami très proche qui, au départ, était un enfant dyslexique. Voilà. Eh bien, à l'époque où il a fait ses études, on n'octroyait pas des tiers-temps pour les examens. Il n'avait pas droit à un support particulier. Il n'avait pas le droit de faire ses examens sur un ordinateur alors que les autres étudiants le faisaient sur papier. Et là, je vous parle de toute une série de choses qui ont été mises en place dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur. Eh bien, cet enfant dyslexique, il a été obligé de se surpasser. Il a été obligé de dépasser ses propres limites. Et c'est ça qui a forgé son caractère. Et cet homme, par la suite, il est devenu l'associé de Jérôme Bocuse, le fils de Paul Bocuse, et il dirige maintenant le groupe gastronomique probablement le plus réputé à la fois au niveau français, européen et mondial, puisqu'il dirige le groupe Bocuse. Eh bien, cet homme pour lequel j'ai une profonde admiration n'en serait probablement pas arrivé là s'il avait vécu son enseignement dans la situation actuelle où on l'aurait mis dans un espèce de cocon de victimisation en lui octroyant toutes les facilités justement par rapport aux difficultés qu'il avait au départ. C'est grâce au fait qu'il ait pu surpasser ses propres difficultés. Hein, on dit toujours ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et bien ça, c'est quelque chose que nous avons oublié dans l'enseignement. Oui, Euh, mais on peut quand même dire que le fait, moi je l'ai vu à l'université aussi, que le fait d'accorder, mais de manière assez rare quand même, hein, les tiers-temps, etc., à ces gens qui ont un handicap est quand même positif, malgré tout. oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on assiste quand même à une exagération où on se retrouve finalement devant des classes où les deux tiers de la classe sont considérés en difficulté et ont des tiers-temps. Ah oui, Euh, donc là, c'est pas tout à fait la même voilà, chose, oui, où, effectivement. effectivement, comme je le disais juste avant, on a toute une partie de la classe qui fait son examen sur papier et certains étudiants, parce qu'ils ont des difficultés, font leur examen sur ordinateur. Bien évidemment, on ne leur coupe pas l'Internet. Bien évidemment, ils ont accès à l'intelligence artificielle. Ah, Et alors voilà, là, effectivement, vous ça pouvez devient compliqué. imaginer ce qu'il en ressort. Là, ça devient très compliqué pour les juger, effectivement. C'est vraiment le problème du moment. Alors, vous dites, vous m'avez envoyé une petite note que j'ai lue attentivement, et vous abordez un problème qui est, enfin, que nous connaissons également à l'université, qui sont les directives de ne pas noter trop sévèrement, ou les directives d'augmenter la moyenne d'un groupe, par exemple. Personnellement, j'ai toujours résisté à ça, c'est-à-dire j'ai toujours mis un 0 si ça me paraissait valoir un 0 ou un 18 sur 20 si ça me paraissait valoir un 18 sur 20 et nous avons, enfin, l'université voulue par Napoléon dont vous parliez tout à l'heure, a fait de nous des fonctionnaires, mais nous ne sommes pas que des fonctionnaires, nous sommes quand même des gens qui fabriquons le savoir et qui le divulguons ensuite. Donc il y a quand même encore un peu de respect pour certaines autonomies à l'université. Mais je pense que malheureusement dans le secondaire, c'est pas le cas. Donc déjà dans le secondaire et au niveau du bac, donc on a effectivement avec 96% je crois de succès au bac, c'est très très difficile ensuite de dire à ces enfants qui ont le bac, ben non, vous n'êtes pas capable de faire du droit ou pas capable de faire de la médecine ou même pas capable justement de faire de la préparation à l'hôtellerie. C'est un vrai problème. Donc vous connaissez ça aussi. Je ne savais pas que ça sévissait également dans des structures privées. Oui, bien sûr, bien sûr. Et peut-être même plus encore dans les structures privées. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement supérieur il y a une vingtaine d'années, à l'école Les Roches, justement, ma hiérarchie me demandait, me suggérait, c'était pas une obligation, mais
C'était une suggestion quand même qui révélait un petit peu les valeurs défendues. Ma hiérarchie me demandait grosso modo 30% d'échecs en première session d'examen. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de faire de l'écrémage et de monter le niveau suffisamment haut, justement pour pousser les jeunes à se surpasser. Donc, première session d'examen, 30% d'échecs, c'est quelque chose qui, dans ma matière, je dirais, était courant. Hein. J'enseignais la comptabilité, les finances d'entreprise. Donc, généralement, c'est un petit peu considéré comme la bête noire J'imagine. des étudiants. Voilà. Et je parvenais Mais à attendez, arriver. attendez, vous trouvez que Oui. c'était beaucoup ou pas beaucoup, 30%? Alors, 30%, c'est quelque chose qui, pour moi, était normal. Oui, Voilà. mais les pressions se C'était faisaient dans quel niveau. sens, en fait? Pardon? Les pressions se faisaient dans quel sens? C'est-à-dire que ma direction académique me félicitait pour les 30% Ah oui, d'accord. d'échecs, Hmm, et donc ils n'auraient pas voulu que ça descende à 20 ou à 10% d'échecs. Voilà. d'accord, Tout simplement parce que ce qui était en jeu, c'était la valeur du diplôme. c'est ça. Et que donc, pour l'école, donner le diplôme, brader le diplôme, ça aurait été le dévaloriser. Et donc, on tenait à conserver un niveau de qualité relativement élevé. Parce que, bien évidemment, l'étudiant qui est diplômé, ben, après ça, il se retrouve sur le marché du travail. Et si les collègues ou la hiérarchie disent ah ben celui-là il connaît rien, ben, évidemment ça n'a pas un bon impact pour la réputation Bien sûr. de l'école. Eh bien cette vision que moi j'ai connue il y a une vingtaine d'années, c'est totalement inversé. Actuellement, on me demande dans les écoles de commerce 100% de réussite. Et alors, le pire de tout, c'est que il y a 20 ans, on disait ben, les étudiants qui ratent, ben, ils ont toujours la possibilité d'aller dans une école moins prestigieuse, c'est pas bien grave. Et s'ils ne valident pas leur année, c'est qu'ils n'avaient pas le niveau. Actuellement, c'est plus le cas. Actuellement, si un professeur a des étudiants qui ne valident pas sa matière, c'est que c'est un mauvais prof, C'est ça. c'est qu'il Oui, n'a oui. pas bien expliqué. Oui, oui. Et donc, ça pousse l'enseignant à diminuer progressivement ses exigences pour arriver finalement à un système où ben, tous les étudiants réussissent. Alors parfois, il y en a qui passent en examen de rattrapage. Et même pour cela, il ne faut pas s'inquiéter, parce que même ceux qui ratent l'examen de rattrapage, et là je vous parle de vécu, eh bien on a des choses bizarres qui se passent généralement pendant la nuit. Euh, C'est-à-dire que la veille au soir, l'étudiant dans le système informatique avait un 4 sur 20, et quand on se réveille le lendemain matin, miraculeusement, il a un 10 sur 20. Ah ça, c'est grave ce que vous dites, parce que qui manipulerait le service des examens? Le service des examens, la direction de l'école, la direction académique, ce Ça, c'est sont des très choses grave. qui malheureusement Oui, sont relativement courantes. oui. Euh, Mais alors, est-ce que c'est une baisse de niveau donc? Mais est-ce que du coup ça induit, pardon, une modification de la manière d'enseigner et surtout est-ce que ça induit des résultats différents dans la pratique? C'est-à-dire nous remarquons tous dans certains restaurants que le service n'est pas bien fait, que le jeune garçon ou la jeune fille qui est censé faire plaisir aux clients, eh bien non, ne le fait pas comme il faut, ou n'a pas suffisamment appris, ou bien est renfrogné, ou bien etc. Donc est-ce qu'en avant en amont ou en aval, il y a un changement qui est dû justement à ce que vous dites? oui, j'aurais tendance à vous dire les deux, mon général. C'est-à-dire que à la fois au niveau de l'enseignement, ça a des répercussions. Alors non seulement sur les enseignants, mais également sur les étudiants. Oui, Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objectif, c'est que chaque étudiant valide son année
passe dans l'année suivante, obtienne son diplôme, etc. Parce que un étudiant, ça représente quand même 7 000 euros payés parfois par un CFA ou par des bourses. Donc voilà, il y a une question Par les financière, hein, parents. ou par les parents. Et bien souvent, on ne se cache pas pour le dire aux enseignants, hein. On vous dit, oui, mais attention, hein, ce sont quand même ces étudiants qui payent votre salaire. Donc, si vous voulez rester en place, veillez bien à ce qu'il soit toujours là l'an prochain. Donc, effectivement, l'enseignant lui-même a tendance à baisser son niveau au fil des ans. Et puis, il y a une incidence à la fois sur les bons étudiants et sur les mauvais étudiants. Incidence sur les bons étudiants, c'est-à-dire que les étudiants qui ne ménagent pas leurs efforts pendant toute l'année, qui se rendent bien compte qu'ils ont certains camarades qui ne font pas ces efforts-là, qui ne valident absolument pas les matières, eh bien, ces étudiants, quand ils se retrouvent l'année d'après avec ces mêmes camarades qui manifestement ne devraient pas se retrouver avec eux l'année d'après, eh bien, effectivement, leur motivation va baisser. Et donc, de manière inductive, en laissant passer, en octroyant des facilités aux mauvais étudiants, qu'est-ce qu'on fait? On diminue progressivement le niveau des bons étudiants qui se démotivent. Et d'un autre côté, les moins bons étudiants qui déjà ne faisaient pas beaucoup d'efforts ou qui avaient, ça peut exister, des capacités plus limitées ou qui n'étaient pas nécessairement faits pour ces études-là, mais à partir du moment où ils se rendent compte que finalement, bon, même s'ils n'ont pas des bonnes notes, même s'ils ratent l'examen, c'est pas grave, parce que s'ils ratent l'examen, il y a un examen de rattrapage, et puis s'ils ratent l'examen de rattrapage, ben, on fera le rattrapage du rattrapage, et puis dans le pire des cas, on les acceptera l'année suivante en ayant finalement une matière non validée, mais qui pourront valider l'année Voilà, c'est d'après. c'est ce qu'on a fait à Et, l'université également, et ça a été catastrophique avec des étudiants qui pouvaient rester 2 ans, 3 ans, en validant certains acquis et pas d'autres. Je crois que ça n'est pas une bonne formule, Mais effectivement. effectivement, moi je suis prof de compta. Un étudiant qui passe en deuxième année avec un 4 sur 20, par exemple, en comptabilité générale, et puis l'année d'après, on lui explique l'analyse des coûts, mais il a toujours son 4 sur 20, c'est-à-dire qu'il n'a pas les bases, Ouais, c'est et il ça. va passer sa deuxième année avec peut-être un 8 sur 20 où il va conserver son 4 sur 20. Et en troisième année, on arrivera sur l'analyse financière. Et la direction va me dire, ah, mais là, il y a un problème, cet étudiant, il ne comprend pas votre cours, vous devriez lui donner des sessions de tutorat pour lui expliquer. Ben, moi, je peux donner les leçons, les sessions de tutorat qu'on veut sur l'analyse financière. Si l'étudiant il n'a pas les bases en comptabilité générale, bon, ben, C'est il ça. comprendra jamais l'analyse financière. Donc, Mais alors, est-ce que finalement, ça n'est pas tout à fait en raccord avec le titre que j'ai choisi? C'est-à-dire que, est-ce qu'au contraire, ce qu'on appelle le management ne va pas contre ce genre de pratique et n'est pas au contraire plus sélectif et plus... Qu'est-ce que le management finalement? Déjà, on pourrait définir. Alors, effectivement, déjà, qu'est-ce que le management? D'autant plus que finalement, on se rend compte que le management est également une question de mode et une question de culture parfois nationale, Oui, dans le sens où on n'a pas nécessairement la même vision du management en France ou aux États-Unis. En France, nous sommes quand même restés sur un management extrêmement vertical, extrêmement hiérarchisé, un management descendant, alors que dans d'autres pays, on est sur un management plus ouvert. On est plus sur du leadership finalement que du management. C'est-à-dire, alors il y a quelque chose, moi, qui m'est resté de toutes mes années passées en école de gestion hôtelière. Et on avait l'habitude de dire, on n'est pas capable de demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire soi-même. Et là, on arrive dans le management, dans le leadership de l'exemple.
Vous savez, un bon directeur d'hôtel, et moi j'en ai rencontré pas mal en visitant des hôtels avec mes étudiants. Eh bien, le bon directeur d'hôtel, vous le remarquez quand vous visitez l'hôtel avec lui, il voit un plateau de room service devant une chambre. Eh bien, le bon directeur d'hôtel, même s'il est accompagné, il va ramasser le plateau, il va le conserver en main jusqu'à ce qu'il croise une femme de chambre ou une gouvernante, quelqu'un du service d'étage, pour le lui remettre. Et le mauvais directeur d'hôtel qui estime que la terre est trop basse pour lui, eh bien, il ne va pas le ramasser et il va passer devant sans rien dire. Eh bien, ça, c'est le management de l'exemple. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je vous parlais là tout à l'heure de mon ami qui dirige maintenant le groupe Bocuse. Alors, le groupe Bocuse, c'est quelques centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à la fois en France et la même chose à l'international. Hein. C'est plusieurs milliers de salariés. Eh bien, j'assistais à l'ouverture d'un fameux restaurant. Avec mon épouse, nous avions été invités à l'ouverture du restaurant Léon de Lyon, au moment où il avait été repris par Laurent Gérard. Bon. Tout se passait très bien. Évidemment, c'était des nouvelles équipes, mais des nouvelles équipes qui avaient été formées par l'encadrement du groupe Bocuse. Et tout se passait très bien jusqu'au moment où un plongeur a eu, je ne sais pas, une crise de panique. Il a dit qu'il sortait pour fumer une cigarette et on ne l'a plus jamais revu. Un plongeur voulait dire la vaisselle. Voilà, tout à fait. Je précise pour nos auditeurs parce que. Oui. Et donc, c'est toute la cuisine qui était en panique. Oui, oui, Parce que oui, oui. s'il n'y a plus personne à la plonge pour nettoyer les assiettes, ben le service s'est interrompu. Eh bien, la personne qui est le directeur général du groupe Bocuse, qui était là, qui dînait avec moi à la table présidentielle, avec Jérôme Bocuse, avec des élus, etc., on est venu lui dire, il est descendu en cuisine, il a enlevé son veston, il a relevé ses manches et il a fait la plonge. Et il a fait la plonge pendant 3 quarts d'heure. Il est revenu au bout de 3 quarts d'heure. On lui a réchauffé son poulet de Bresse parce que entre-temps, il était froid. Eh bien, je peux vous dire que cet homme-là, c'est dans des situations comme celle-là qu'il mérite le respect de tous ses salariés. Certes. Et ce qu'il a fait là, c'est quelque chose qui va rester dans les mentalités pendant des années. Et il n'aura probablement pas à le refaire très souvent. Et lui, ben, ça lui est venu, je dirais, tout naturellement. Il y a un problème, on trouve une solution. On ne trouve pas nécessairement un responsable. Le responsable, il était tout désigné, mais il n'était plus là. Donc, on trouve une solution, on remonte les manches et on fait le boulot soi-même. Eh bien, le véritable management, c'est ça. Oui, mais alors là, vous me faites beaucoup penser à l'entreprise Michelin, où j'ai quelques amis et qui a gardé très exactement ce concept de la formation en commençant par les tâches les plus humbles. Ensuite, celui qui a été embauché va jusqu'où il peut aller dans la hiérarchie et va parfois très loin, mais il a toujours commencé par visser les boulons. Et ça, est-ce que c'est pas ça justement qui est remis en question aujourd'hui? Moi, c'est ça qui me, parce que j'ai du mal à comprendre. Hein. Je ne fais pas de gestion, j'ai géré des petites choses comme tout le monde, mais rien d'extraordinaire. Et donc, j'aimerais bien comprendre. Voilà, est-ce que est-ce qu'on a effacé ça? Est-ce qu'on fait que donner des ordres dans le management contemporain? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est exactement ça. Et souvenez-vous, le tout début de mon intervention, je vous disais, on a tourné le dos à la méritocratie. La méritocratie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est effectivement commencer tout en bas de l'échelle, comme vous le dites, à visser des boulons. Et par la qualité de son travail, par sa rigueur, par son sérieux, eh bien, petit à petit, on va gravir les échelons. Euh, et c'est très exactement ce que je vous racontais du grognard qui est devenu maréchal d'Empire. Eh bien, ils ont gravi les échelons comme ça, et c'était d'excellents maréchaux.
eh bien, c'est ce qui manque actuellement dans le monde de l'entreprise et dans le monde de l'enseignement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus commencer au bas de l'échelle. Et c'est ça qu'il faudrait justement. Mais alors, Euh, comme vous dites qu'il s'agit, par exemple, pour la société Paul Bocuse, mais également pour de nombreuses sociétés, elles sont à l'international, comme vous dites. Donc, comment est-ce possible de concilier nos traditions, de concilier notre vision, finalement, de la formation avec des pays qui, eux, ont des traditions nécessairement différentes? alors, justement, là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est, je dirais, le mirage de la mondialisation, de l'internationalisation. Au temps où il existait, pourquoi est-ce que les étudiants venaient à l'Institut Paul Bocuse? Ben, premièrement, parce qu'il y avait le nom, et deuxièmement, parce qu'il y avait une qualité d'enseignement et il y avait un art de vivre à la française. À partir du moment où on essaye d'attirer les étudiants internationaux en mondialisant le système, eh bien finalement, on supprime l'attrait pour ce qui fait notre ADN. Les étudiants étrangers qui viennent se former en France dans le domaine de l'hôtellerie, des arts de la table ou de la haute gastronomie, c'est parce que la France a une aura, un savoir-faire, un ADN de l'hôtellerie, des arts de la table et de la haute gastronomie. Et donc, il faut absolument conserver notre façon de faire. Et si on ouvre un campus d'une école française à Bangkok ou en Corée du Sud, eh bien, il faut absolument conserver cet ADN français parce que c'est pour ça que les étudiants viennent. Oui. Dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, on a finalement quand même une chance par rapport à d'autres domaines au niveau justement de l'aspect interculturel. Pourquoi? Parce que quel que soit le pays du monde dans lequel une école de gestion hôtelière s'installe, finalement, on forme les étudiants, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir, pour recevoir le client généralement occidental dans une certaine tradition du savoir-faire, soit d'Europe occidentale, soit du savoir-faire français. Et donc, on n'a plus cette barrière de l'interculturalité parce que c'est encore un domaine où la France reste un exemple international. Donc, on peut parfaitement conserver notre culture française. Et on doit conserver notre culture française. Hein, il fut un temps où la France était connue à l'international pour sa diplomatie et où on parlait le français dans toutes les ambassades Mais bien sûr, du ouais. monde Mmh. et même dans toutes les cours du monde. Bon, ça, on l'a perdu. Maintenant, on parle l'anglais. Et quand je dis on parle l'anglais, je corrige toujours. On ne parle pas l'anglais, on parle l'américain. Parce que l'anglais est devenu une langue internationale, non pas grâce ou à cause des Britanniques, mais grâce à l'influence américaine. Bon, on a perdu cette langue diplomatique, mais conservons au minimum, avec l'art de vivre à la française, ce que nous sommes au niveau de l'hôtellerie, de l'hospitalité en général, au niveau de l'étiquette, au niveau du savoir-vivre, etc. Alors, vous m'avez envoyé un petit texte dans lequel, vous dites, «Cette mondialisation, de toute façon, on ne peut pas, faire en sorte que chaque pays ait sa manière de concevoir l'hôtellerie parce que, bah, il y a plus de 200 pays. Comment ferait-on pour gérer ça? C'est impossible». Effectivement, vous savez, je donne également des cours d'interculturalité et je donne notamment dans une école de communication un cours qui s'appelle le Focus Afrique et monde arabe.
Et je commence toujours mon cours par une petite citation qui dit traitez les autres comme vous voudriez être traités. Et donc, je demande à mes étudiants s'ils sont bien tous d'accord avec cette phrase. Et ils sont tout contents, évidemment. Ah ben oui, traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Et évidemment, j'ai toujours 100% des étudiants qui sont d'accord et qui sont tout fiers de dire, ah ben oui, monsieur, c'est une évidence. Eh ben non, c'est la pire des choses qu'on puisse faire en interculturalité. Il ne faut pas traiter les autres comme vous aimeriez être traités, il faut traiter les autres comme eux veulent être traités. Et étant donné que nous sommes tous différents, que nous avons tous des aspirations différentes, que nous avons des besoins différents, eh bien, traiter l'autre comme nous aimerions être traités, c'est la pire des erreurs. Il faut être à l'écoute et traiter l'autre comme l'autre veut être traité. Oui, mais alors est-ce que vous avez, par exemple, moi je co-dirigeais un master de diplomatie et négociation internationale et on apprenait aux étudiants à se renseigner avant sur les coutumes du pays pour ne pas faire d'impair. Est-ce que vous avez aussi ce genre d'éducation quand vous envoyez des élèves pour un stage ou pour même un poste, par exemple au Maroc où vous Bien, êtes, où vous formez les gens, je crois aussi. oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que je supervise trois écoles de gestion hôtelière au Maroc qui travaillent avec mes programmes à Casablanca, à Marrakech et à Tanger. Et dans ces écoles, ben, effectivement, on apprend bien évidemment l'interculturalité, le fait de se renseigner sur les mœurs et coutumes du pays dans lequel on va. Je ne vous cache pas qu'il y a énormément de nos étudiants marocains qui partent en stage dans les pays du Golfe, où les mentalités ne sont pas nécessairement les mêmes. Ah oui. Donc, bien évidemment, c'est primordial de se renseigner sur les mœurs et coutumes du pays dans lequel on va. Et alors, comment vous faites pour les vins, par exemple, puisque les pays musulmans, en principe, n'ont pas de vin, ne servent pas de vin? Alors, je peux vous dire qu'on produit un excellent vin, notamment au Maroc. Il y a d'excellents vins au Maroc. Alors, effectivement, là, vous soulevez un problème qui n'est pas tellement lié à la consommation du vin, puisque, bon, bien évidemment, il y a des hôtels halal où on ne sert pas de vin, mais généralement, la plupart des hôtels servent du vin, mais on peut avoir des problèmes par rapport au personnel. Moi, j'ai eu en France, alors l'anecdote ne vient pas de moi, mais vient d'une de mes consoeurs professeurs de ressources humaines qui m'a raconté, avec un étudiant qu'on avait en commun à Lyon, elle m'a dit, ben, un tel m'a soulevé un problème parce qu'il voudrait faire carrière plutôt dans la restauration, mais il m'a dit qu'il avait un problème parce que sa religion lui interdisait de servir de l'alcool. Non pas d'en consommer, mais de Ah oui, servir même de de servir, l'alcool. oui, oui, bien sûr. Et il m'a demandé si ça pouvait être un frein à sa carrière. Ah ben, effectivement, c'est plus qu'un frein. Euh, Parce que si on ne Ah peut oui, pas bien servir sûr. de l'alcool, moi je me souviendrai toujours d'un voyage que j'ai fait il y a de nombreuses années aux Maldives, qui a une politique quand même extrêmement stricte au niveau des lois musulmanes, hein. Si vous rentrez avec une chaîne, avec une toute petite croix, vous devez la laisser à la consigne de l'aéroport, vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans le pays. Vous pouvez bien évidemment pas rentrer avec une goutte d'alcool. Par contre, dans les îles, dans tous les hôtels, on sert du vin et Ah des oui, alcools c'est forts. curieux, hein, ouais. Donc voilà. Oui, une On- espèce de... tout ça est adapté aux mœurs du pays, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer alors pour réintroduire ce que vous appelez enfin, l'avancement au mérite? Parce que
qu'est-ce qui peut... Le fait de, par exemple, trafiquer les notes, ça, c'est effectivement très mauvais, puisque ça ne donne pas la qualité réelle de l'étudiant et donc ses capacités ultérieures. Mais est-ce qu'il y a d'autres pratiques? Donc, vous avez parlé de la discrimination positive. Est-ce que ça existe véritablement? Parce que je crois qu'on en est un petit peu revenu. Est-ce que, par exemple, dans les étudiants se répand un esprit woke, c'est-à-dire un esprit de destruction de la tradition qui rend peut-être difficile justement l'apprentissage dans ce domaine, puisque tout est tradition dans la gastronomie, dans l'hôtellerie. Donc, qu'est-ce que vous diriez qu'il faudrait faire pour revenir à une formation ou un management meilleur, en fait, meilleur, voilà. Il faudrait, pour bien faire, revenir 40 ans en arrière. Oui, mais Parce ça, que on peut pas. le problème de l'enseignement supérieur, il est déjà à la source. Vous savez, moi, parfois, j'ai des étudiants qui arrivent en première année d'école de commerce. Alors, il est relativement rare que je donne encore cours à des premières années, mais les étudiants qui arrivent en première année d'école de commerce, vous savez que je dois leur apprendre l'addition des fractions parce que 2 tiers plus 3 quarts, ils ne savent même pas comment aborder le sujet. Ah oui, Je dois leur apprendre comment calculer 20% d'un nombre, parce qu'ils sont perdus également. ah oui. Donc effectivement, déjà, le problème se situe au niveau de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Mon épouse est professeure de communication et également savoir-vivre, étiquette, etc. Et parfois, elle en arrive à ne plus savoir comment s'écrit un mot, tellement elle a l'habitude de voir passer des fautes d'orthographe. Et il y a un certain moment, au bout de la 10e copie, elle me demande, non mais, attends, confirme-moi tel mot, ça s'écrit bien comme ça. Voilà, on a des jeunes qui arrivent dans l'enseignement supérieur, qui ne savent plus écrire, qui ne savent plus calculer et qui ne savent même plus lire. J'ai une amie il y a quelques mois qui était toute contente parce que son fils, qui était, je crois, si je me souviens bien, en quatrième, son fils devait lire, si je me souviens bien, c'était Les Misérables. Elle me dit, ah, mais c'est quand même formidable. Mon fils va lire les Misérables. Et puis elle se rend compte que le support qui a été donné par la prof, c'était tout simplement un lien vers un audiolivre. Oui. Voilà, c'est-à-dire que son fils en quatrième ne devait pas lire les Misérables, mais il devait écouter l'audiolivre avec son casque. Donc à partir du moment où on n'a plus les bases, bah, c'est difficile effectivement de redresser la barre dans l'enseignement supérieur. Mais il faut revenir, comme je vous le disais au départ, à un certain écrémage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'arrêter les étudiants qui n'ont pas le niveau. Et il faut Oui, les arrêter, je dirais, dès le départ. oui, mais là, Ça ne sert à rien de laisser passer un étudiant d'une année à l'autre si c'est pour l'arrêter en deuxième ou en troisième année. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il faut arrêter avec cette culture de diminuer les attendus au niveau des examens en fonction des étudiants, mais au contraire de maintenir la même rigueur, de maintenir les mêmes attendus de compétences à la fin des études ou à la fin d'une année et arrêter malheureusement les étudiants. Et malheureusement, dans les normes européennes, ce n'est même plus possible, hein, puisque maintenant qu'on est dans un système ECTS où les étudiants ont leur crédit par rapport aux cours qu'ils valident, eh bien, il est de plus en plus compliqué de faire recommencer une année ou de faire sortir un étudiant qui n'a pas le niveau.
Alors Donc c'est tout le écoutez, système qui oui, doit être revu. vous prêchez une convaincue, mais je crie dans le désert depuis longtemps et nous sommes nombreux à crier dans le désert depuis longtemps parce que nous avons une situation qui est catastrophique également dans les enseignements difficiles comme le droit ou comme la médecine ou comme etc. Nous avons à peu près 60% d'échecs en première année, hein, ce qui veut dire quand même que eh bien, une grande partie des étudiants auront fait une première année pour rien, avec ce que ça implique. Les parents leur trouvent une chambre en ville, ça coûte cher, tout ça. Et ils vont sortir dévalorisés, forcément, puisque ils s'étaient imaginés, en fonction du diplôme qu'ils avaient reçu, qu'ils avaient une capacité que finalement ils n'ont pas. Donc c'est quelque chose que je trouve tragique et dramatique et sur lequel il faudrait agir. Ce que vous me dites m'inquiète un peu sur l'histoire des ECTS que je n'ai pas vraiment étudié, donc je vais regarder de plus près ce que c'est, parce que si au niveau européen, on a des espèces de chapes de plomb de nouveau qui pèsent, on va difficilement pouvoir redresser le bateau. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions, puisque vous êtes un acteur. Hein. C'est très important de savoir, d'entendre finalement les gens qui ont entre les mains des étudiants, que ce soit dans un domaine comme le mien ou comme le vôtre, où j'aurais eu absolument zéro, parce que moi j'étais absolument nulle. Le peu que j'ai fait de comptabilité, dès qu'il y avait des chiffres, je paniquais, donc de toute façon je n'aurais jamais pu. Mais en tout cas, c'est un domaine difficile aussi. Et par conséquent, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté tous ces éléments. Et je souhaite qu'en unissant nos efforts, on est plusieurs quand même à vouloir que ça change, je souhaite qu'en unissant nos efforts, on y arrive. On va écouter un petit bobino de la radio. Et puis ensuite, mon second invité sera, je pense, en ligne. Et nous continuerons dans ce domaine du management. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Chers amis, nous reprenons donc cette émission qui est consacrée à l'influence du management, cette grande découverte contemporaine, sur la formation, sur les études, et nous avons donc eu comme première intervention celle de Monsieur Stéphane Demac de Montalet, est-ce que je l'ai bien dit? Je ne sais pas, j'espère, qui a une longue expérience de formation dans le domaine hôtelier et dans le domaine de la gestion hôtelière, à la fois en France et dans différents pays. Et nous voyons bien, à travers ce qu'il nous a dit, qu'il y a un réel problème, que nous sommes passés peut-être de méthodes traditionnelles que certains jugeaient un petit peu sévères à quelque chose qui apparemment ne l'est plus assez du tout. Alors nous allons aborder le management d'un autre point de vue avec mon second invité qui est que je vois par le miracle de la technique, qui est Baptiste Rapin. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Catherine, je vous entends très bien. Ah, mais c'est formidable. Alors, je vous ai donc invité, bon d'abord parce que ça fait partie de vos spécialités. Vous avez notamment écrit un livre que je regrette de ne pas avoir encore lu, mais je vais le faire parce qu'il me bluffe déjà comme titre, Heidegger et la question du management. Là, j'avoue que c'est sûrement un petit peu trop élevé pour moi, mais j'ai très envie de le lire. Vous nous direz peut-être en 2 minutes de quoi parle ce livre. Et je vous ai invité également parce que vous êtes le concepteur, vous êtes 2, je crois, à avoir conçu un colloque qui se tiendra à l'IPC, l'IPC qui est appelé aujourd'hui Faculté libre de psychologie et de sociologie, si je me souviens bien. Philosophie. Il y a plus sociologie, il y a philosophie et quoi? Et psychologie. Non. Et psychologie. Faculté libre de philosophie et de psychologie. Voilà, psychologie. Voilà, où j'ai eu le plaisir d'enseigner. C'est un endroit fort agréable et
où les étudiants sont bien élevés de manière générale et où il est très agréable d'enseigner. Et donc, dans cet institut, vous faites le 24 et 25 novembre un colloque. Alors, j'ai vu avec plaisir qu'il serait possible de le suivre en visio. Oui, tout à fait. Ça fait plusieurs années qu'avec mon camarade Bernard Guéry, qui travaille à l'IPC, nous organisons des colloques au mois de novembre. Pour vous donner une idée des thèmes qui ont été abordés les années précédentes, la question de taille des entreprises et des organisations, la question de la mesure et de la démesure, ou encore de l'obéissance. Et cette année, nous allons consacrer 2 journées, ou 1 journée et demie, au thème religion, politique, management. Et il est tout à fait possible de s'inscrire pour assister au colloque gratuitement, soit directement dans les locaux de l'IPC, soit effectivement par visioconférence interposée. Pour cela, rendez-vous sur le site de l'IPC. Alors, j'ai vu que l'adresse indiquée était rue des Cordeliers, mais c'est pas là que j'allais, moi. Il y a une autre entrée, alors, maintenant. C'est le nouveau campus Ah, Master et Recherche de très bien. l'IPC. Le siège se situe toujours rue d'Enfer Rochepot, mais les étudiants de Master et les événements scientifiques ont lieu au 20 rue des Cordelières dans le 13e. Et c'est loin? C'est loin du siège? Ah, 10 minutes à pied. D'accord. Très bien. Donc, chers auditeurs, si ça vous dit, on aura là quelque chose de très complet avec des questions étonnantes. J'ai volé une des questions, hein, j'en suis navrée. Je fais acte de repentance. J'ai volé une des questions qui m'a beaucoup plu en lisant les thèmes. Le manager est-il le nouveau prêtre? Carrément, j'en ai fait le titre de cette émission. Peut-être faut-il que je verse des droits. Parce que vous allez dans une direction qui me paraît tout à fait intéressante. C'est pas seulement le management, c'est l'époque tout entière, je dirais, qui tend à subordonner la religion et la politique et même à les supprimer parfois au profit justement d'une pensée qui apparaît comme nouvelle et comme extraordinaire. Donc, et la deuxième chose sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est l'un des intervenants parle d'une politique qui est entre désymbolisation et surrationalisation. Et vous savez peut-être, j'ai fait donc ma thèse sur Gustave Le Bon et le sous-titre c'était La mesure de l'irrationnel en politique. Et à l'époque où je l'ai écrite, c'était bien avant en fait que ça ne soit aussi évident, aussi patent. Et là, je trouve que voilà, qu'il y a une direction dans laquelle on peut chercher de manière tout à fait intéressante. Et puis en première partie, donc nous avons vu les conséquences du management sur la formation. C'est-à-dire le fait de ne plus exiger une formation qui vous fasse passer par tous les stades pour que vous ayez à la fois une vision juste et une vision humble du métier, aussi haut soyez-vous. Et là, dans ce que j'ai compris que vous aborderez comme sujet, il y a une autre conséquence du management qui serait la déshumanisation, en réalité. Voilà un petit peu les directions où j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ça. Ah, alors, le management contemporain s'est construit théoriquement et également pratiquement dans les outils qui ont été conçus à partir du modèle cybernétique qui a émergé au mi-temps du XXe siècle. La cybernétique étant, pour le dire vraiment très rapidement, la science du contrôle et de la communication. C'est l'expression que Norbert Wiener donne lui-même, c'est-à-dire notamment du contrôle par la communication, par la maîtrise de l'information. Autrement dit, le management est avant tout une activité informationnelle. Et c'est ce qu'avait déjà relevé en 1973 Henri Mintzberg, qui est l'un des pontes de la discipline, quand il étudiait de façon très empirique la répartition du temps de travail des managers. Déjà à cette époque, l'information était le cœur de leur métier. Or, si, et je pense que cela va rejoindre les propos du précédent intervenant, si manager ou management est défini avant tout par la maîtrise de l'information, alors cela signifie qu'il n'est guère besoin de se frotter à la matière et au réel pour manager, puisqu'il suffit de gérer et de traiter l'information de façon optimale.
Et donc, les entreprises sont effectivement de plus en plus rares à proposer des parcours d'intégration qui obligent les dirigeants et les managers à expérimenter l'ensemble des postes de l'organisation. Mais c'est parce qu'il y a en effet un défaut, me semble-t-il, de conception qui fait du management un métier abstrait. Et cette abstraction a pour conséquence, je crois, de mettre le travail en crise. Quand on se balade dans les couloirs des organisations, alors pas seulement des entreprises, hein, des administrations, des collectivités et même des associations Oui, qui mettent en place absolument. des outils de management, quand on tombe, eh ben, là-haut, ils sont déconnectés. C'est Là-haut, ça. ils sont déconnectés. C'est-à-dire que la plupart des dirigeants aujourd'hui ne font plus l'expérience du travail réel et donc ne se heurtent pas aux situations concrètes des gens qu'ils dirigent. D'où un divorce ou un hiatus grandissant entre ce qu'on pourrait appeler la technostructure et la direction, hein, qui relèvent donc de la sphère de l'information, et les activités de production de biens et de services, qui sont des dépenses énergétiques, qui sont de l'activité concrète, se heurtant ou se cognant, comme disait Lacan, au réel. C'est ça, absolument. Et ça touche à peu près maintenant, par contagion, tous les secteurs. C'est né dans l'entreprise, je suppose, mais ça touche tous les secteurs, y compris le Alors, gouvernement. oui, là, il y a deux plans à distinguer. Il y a le plan historique et le plan philosophique. D'un point de vue historique, vous avez tout à fait raison. Le management s'implante en premier lieu dans les grandes organisations américaines, avant de se répandre dans les autres grandes entreprises, puis dans les petites et moyennes entreprises, puis dans les associations, puis dans les collectivités, les administrations, etc. Mais d'un point de vue philosophique, il n'a jamais été question pour les fondateurs du management de réduire le management à l'entreprise. Il suffit de lire l'introduction des principes du management scientifique de Taylor, Oui. Frédéric Winslow Taylor, pour observer qu'il préconise l'application des méthodes du management scientifique ou systématique, selon les termes qu'il utilisait, à, je le cite, l'ensemble des activités humaines. Et il prend comme exemple la ferme, la famille, l'État, etc. Donc, dès le début, le management est un management d'organisation et non pas d'entreprise. L'entreprise n'est qu'un cas particulier. Et cela signifie donc que l'objectif du management n'est pas le profit. Ça, c'est un point important à souligner, c'est l'efficacité. Et le profit n'est qu'une des conséquences de l'efficacité dans un domaine donné, qui est celui de l'économie de marché. Mais on peut être efficace à l'hôpital, on peut être efficace dans une famille, on peut être efficace à l'université. La question, c'est est-ce que cela a du sens d'être efficace à l'hôpital, hein, d'un point de vue organisationnel, dans une famille ou à l'université? Alors, Est-ce là le lieu? Pardon, ce qu'on reproche effectivement, en parlant de l'hôpital, ce qu'on reproche justement, c'est que cette notion d'efficacité a été remplacée par la notion de profit, quand même. Oui, le contexte oblige, en effet. Mais vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est au nom de l'efficacité des soins Oui, que sont mis en place des protocoles de rationalisation, que sont mis en place des indicateurs comme la fameuse DMS, la durée moyenne de séjour, qui est l'obsession actuelle oui. des gestionnaires d'hôpitaux, et qui, effectivement, en dernier ressort, vous avez raison, répondent également à des logiques économiques. Et oui, parce que évidemment, vu le coût de l'hospitalisation, il est certain que libérer des lits devient une obsession et que Oui. maintenant, de pauvres gens passent une seule journée à l'hôpital et ensuite 8 jours à essayer de se remettre parce qu'ils ne pouvaient pas rester le temps que nécessitait leur remise sur pied. Ça fait... Alors, moi, j'aimerais qu'on pousse dans cette direction de l'inhumanisation parce que c'est ça quand même qu'on reproche. Je dirais, c'est quand même un des reproches les plus forts qu'on puisse faire parce que sinon... Rechercher l'efficacité en soi, qui pourrait être contre je veux dire, le management en soi est une bonne chose, bien sûr, mais en quoi conduit-il et comment conduit-il à l'inhumanisation et puis aussi au retrait de tout ce qui n'est pas matériel, donc de tout ce qui est spirituel, et finalement au retrait dans la politique, par exemple, justement de l'action par rapport à l'information, ce que nous vivons et qui est terrible, parce qu'une information n'a jamais remplacé une action. Alors, je vais prendre deux directions dans mon développement. Une direction peut-être micro-organisationnelle, concerne le travail, et une direction peut-être plus générale et anthropologique qui concerne nos sociétés industrielles
dont le management est finalement la modalité de gouvernement des populations. Alors d'un point de vue micro ou intra-organisationnel, on peut mettre en évidence une évolution dans les figures de la déshumanisation. Puisque comme l'Occident a externalisé comment dire, son secteur secondaire, ses industries, l'aliénation prend de moins en moins la forme de la soumission à la machine et à ses rythmes. Alors, cela existe encore, mais beaucoup moins que pendant la première phase d'industrialisation. Je vous donne néanmoins un point de repère pour comprendre de quoi il s'agit. On estime, disons, les ergologues, le on est peut-être un peu trop vague, les ergologues estiment qu'un ouvrier soumis au lean management, donc au toyotisme, à la qualité totale. Vous savez, donc cette rationalisation absolument intégrale de l'atelier, eh ben, cet ouvrier-là doit posséder une condition physique équivalente à celle des sportifs de haut niveau pour pouvoir suivre le rythme. Oui, en effet. Bon. Sans le salaire d'un footballeur professionnel, ni le coach, les kinés et les médecins. On est là, je crois que c'est une tendance qui va à la hausse, les derniers chiffres du mois de juin peuvent le confirmer. On a là une des explications de l'essor de la consommation de cocaïne dans les usines. C'est-à-dire que, oui, il faut à un moment donné pouvoir supporter ce rythme d'une façon ou d'une autre, puisque il faut bien toucher son salaire à la fin du mois. Alors, néanmoins, la principale source d'inhumanisation du travail aujourd'hui me semble être ou relever de ce qu'on pourrait appeler son devenir invisible, puisque précisément l'effort, le contact avec la matière, la résistance de la matière et donc l'intelligence qui a été déployée pour surmonter la matière comme obstacle, le réel comme obstacle, tout cela est invisibilisé dans les tableaux de bord et les indicateurs. Donc je renvoie à mes premiers développements sur le management comme activité informationnelle qui a pour conséquence de rendre le travail invisible et donc rend impossible la reconnaissance. Attendez, parce que donc vous voulez dire qu'il y a une information, mais pas sur le travail. Quand vous évaluez le travail à travers une série d'indicateurs, ah oui, d'accord. C'est-à-dire que vous rendez l'activité réelle invisible, et donc vous ne reconnaissez pas l'activité, mais seulement une partie de ses fruits. Et puis c'est global, c'est collectif. Ah non, c'est très individuel, justement. Ah bon C'est-à-dire que la part collective du travail est de plus en plus absente, alors même qu'il est impossible de travailler sans ses collègues. Alors, vous voyez, ce qui fait sens pour beaucoup au travail, c'est justement de pouvoir travailler avec ses collègues, avec ses pairs. Ah oui, j'avais une vision. Moi, j'avais une vision très différente. Je pensais que les évaluations, comme on en a fait nous à l'université, c'est par groupe, hein, c'est par. Donc là, non, c'est individuel, d'accord. De façon générale, les évaluations sont individuelles. Et donc, dans les indicateurs ne figure pas, notamment, le travail collectif, qui pourtant est essentiel, à la fois à la réussite, mais aussi au sens du travail, et ne figure pas un aspect central, qui est la dimension esthétique du travail, le travail bien fait, le beau travail. Alors c'est là que réside le sens du travail, dans la reconnaissance par les pairs, par les experts, par les gens compétents de la qualité de mon travail. Et cela, le manager, s'il ne connaît pas mon métier, et le client ne peuvent pas me l'apporter. Ah, Ils ne peuvent évaluer qu'une partie du travail, mais pas celle qui fait le plus sens. Voilà, donc là je réponds à la première partie de votre question. La deuxième partie, qui est plus anthropologique, c'est que contrairement, et cette question renvoie en fait à la nature de la modernité. C'est-à-dire que, on va dire qu'une première thèse consiste à concevoir la modernité comme la sortie de la religion, comme ce que le sociologue Max Weber appelait le désenchantement du monde, c'est-à-dire la maîtrise rationnelle du monde, du fonctionnement du monde grâce à la découverte de ses lois et possiblement à leur actionnabilité pour produire des résultats. Alors ça, c'est un monde désenchanté duquel toute spiritualité, religion a disparu. Mais il y aurait une deuxième thèse à faire valoir contre celle-ci, c'est que
la rationalisation a conduit à une nouvelle forme de religiosité, qui est la raison elle-même avec un grand R. Et c'est bien pourquoi le dernier livre de Saint-Simon, Claude-Henri de Saint-Simon, qui est le père de l'industrialisme, qui est le père de la philosophie de la société industrielle, s'intitule Le nouveau christianisme. C'est-à-dire que Saint-Simon considérait l'industrie comme la réalisation enfin effective du christianisme primitif, projet qui a été mis de côté par l'Église, l'Église qui a travesti le message originel du Christ. Bon. Et je crois que plus on avance dans le temps, et plus cette part spirituelle du management, de l'industrie, comme disait Saint-Simon, est grandissante. Comment témoigne, alors je pourrais donner de multiples exemples, mais j'en donne ici un seul qui parlera certainement à tout le monde, les modes du leadership charismatique. Hein. Vouloir que le manager, le leader, fasse preuve de charisme. Charis étant en grec la grâce, c'est un terme que saint Paul utilisait pour qualifier le Christ. Donc il y a une héroïsation, voire même une sanctification du leader qui non seulement doit être efficace et rationnel, mais doit rayonner de cette rationalité pour donner sens, construire du sens. Thanksgiving, comme disent les Américains. Mais est-ce que, par exemple, donc, effectivement, Saint-Simon, il a écrit aussi avec Auguste Comte le catéchisme des industriels, quelque chose comme ça. Oui, Et tout à fait. est-ce que, quand on lit Auguste Comte, on a l'impression quand même, comme c'était le secrétaire de Saint-Simon, on a quand même l'impression que Saint-Simon et Auguste Comte avaient un grand respect pour la religion et ne souhaitaient pas sa disparition. Donc, comment les choses se sont-elles embrayées d'une autre manière, sous des influences idéologiques, la domination de la gauche? Alors, le cas de Saint-Simon et d'Auguste Comte, c'est assez différent parce que Saint-Simon n'a pas de mots assez durs pour le catholicisme. Il reconnaît au protestantisme d'avoir été une étape vers l'industrialisme, mais une étape qu'il faut dépasser. Alors qu'en effet, Auguste Comte, lui, reconnaissait au catholicisme son organicité, quelque part. Donc, ils avaient un point de vue assez différent. Mais concernant le management, il faut bien avoir à l'esprit qu'il s'est construit principalement en terres américaines, c'est-à-dire puritaines. Taylor était un fervent Quaker. Ah oui. Et oui, et donc ces sectes protestantes qui ont fui le continent au XVIIe siècle, dans les 1620 tout d'abord, 1640 ensuite pour les Quakers, sont arrivés pour construire un nouveau monde duquel toute hiérarchie et toute médiation serait absente. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le projet du management. Et il suffit pour le comprendre de comparer le modèle administratif français, qui est un modèle de médiation par la hiérarchie, hein, les fameux échelons hiérarchiques, et le fait qu'aller voir le N+2 en court-circuitant le N+1, ça ne se fait pas, parce qu'il faut respecter le circuit de la médiation. Et le modèle managérial qui est purement horizontal, et qui culmine aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler l'agilité, hein, l'entreprise agile ou l'organisation agile, pour comprendre qu'il y a en fait deux blocs théologiques et anthropologiques radicalement opposés, et que donc l'introduction des méthodes de management dans les systèmes latins, notamment français, puisque même les grandes entreprises se sont également formées à partir du modèle administratif développé par l'Église puis par l'État, pour comprendre qu'il y a là un vrai choc de civilisation et que la façon qu'a le management de comprendre ce choc des civilisations s'appelle résistance au changement. Autrement dit, on psychologise et on pathologise ce qui relève en réalité d'une confrontation anthropologique fondamentale entre deux modèles radicalement opposés d'organisation du travail et plus généralement de gestion de la société. Donc ça a à voir avec une certaine vision de la démocratie égalitaire, en fait. Exactement, oui, tout à fait. D'ailleurs, le maître mot à partir de la Seconde Guerre mondiale des auteurs américains, c'est démocratie industrielle. Ah oui. Démocratie industrielle, qu'il faut comprendre à la fois comme la promotion du système démocratique dans les organisations, mais à l'inverse,
du modèle de l'industrie dans les démocraties. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Et alors, ça Et- a été conforté en France par le mythe de l'association, hein, la fameuse loi de 1901 qui permet la naissance des partis politiques en tant qu'association, ces associations étant réputées la seule forme démocratique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a plus voulu des cultes, parce qu'ils n'étaient pas démocratiques précisément, et qu'il a fallu faire ensuite des associations spécifiques. Mais ça rencontre ça finalement, hein. Au début du XXe, ça a dû se rencontrer tout ça. Oui, il faudrait que je réfléchisse plus en profondeur pour tout vous dire. Et c'est vrai qu'il y a cette... Et alors, ce qui a dû accélérer encore la chose, c'est Internet. Moi, j'avais invité, je me souviens, à l'université, au tout début d'Internet, hein, quelqu'un à venir en parler aux étudiants pour savoir un petit peu ce que c'était. Et la première chose qu'il nous a dit, c'est le triomphe de l'égalité. Voilà, plus d'hiérarchie, plus rien, juste une information qui circule. Et on Oui. y est, en Alors, fait. le professeur Pierre Musso, qui viendra donner la conférence de clôture du colloque des 24 et 25 novembre, a une image que je trouve formidable. Il explique comment dire, la mutation anthropologique qu'est la révolution industrielle par une substitution de métaphores. C'est-à-dire que ce qui régissait les sociétés issues de la révolution néolithique jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est la métaphore ou l'analogie de l'arbre. C'est-à-dire, ce sont les sociétés fondées sur un ordre naturel, hiérarchisé, où chaque place est distincte des autres. Tout à fait. Notamment voilà, la différence générationnelle ou la différence sexuelle. À cette analogie, c'est substitué celle du réseau, qui est artificiel et profondément égalitaire, puisque tous les points sont situés sur le même plan. C'est ça. Et donc, Internet est la réalisation technologique de cette métaphore du réseau qui couvre maintenant depuis 2 siècles. Saint-Simon l'utilisait déjà pour décrire notamment le fonctionnement du corps humain et de la société. Donc, vous avez tout à fait raison. Internet a d'abord été compris, on va dire, par les progressistes, les techno-progressistes, comme la possibilité d'accomplir une vraie démocratie en dehors du spectre politique. Il y a une démocratie technique. C'est ça. Et non plus politique. Parce que politique, délibération. Au Congrès, ça prend du temps, tout ça, la délibération. Et puis totalement égalitaire, ce qui n'est pas le cas dans une démocratie représentative. Hein. C'est certain. En effet. Oui. Exactement. Oui, le réseau contient une critique, vous avez tout à fait raison, de la représentation. Alors, mes chers amis, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, donc je voudrais rappeler à nos auditeurs que sont venus nous instruire dans cette émission Stéphane Demac de Montalet en première partie, et là, cette dernière demi-heure, Baptiste Rapin, donc je ne vous ai même pas présenté du coup, maître de conférence de l'Université de Metz, et notamment enseignant à l'Institut d'administration des entreprises, c'est bien ça? Tout à fait. Et voilà, donc vous n'avez toujours pas dit ce qu'Heidegger avait à faire avec le management, mais bon, tant pis. Très rapidement, Heidegger s'est intéressé à la cybernétique dans les années 60, et c'est là le moule du management. Ah, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que c'était intéressé. J'ai lu Heidegger, mais pas ça du tout. Alors, très bien, je vais aller fouiller pour essayer de retrouver ça, parce que effectivement, on ne réalise pas à quel point toutes ces découvertes qui étaient militaires au départ, hein, on avait simplement inventé comment une tourelle pouvait se tourner vers l'objectif à atteindre avec simplement de l'information, sans que personne intervienne. C'était ça le début. Et comment ça a révolutionné finalement le monde entier, cette histoire. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux d'être intervenus. Je lis un petit mot qui m'arrive là. Boualem Sansal vient d'être gracié. Voilà, nous apprend de nos auditeurs. Donc, c'est la bonne nouvelle de la journée, puisque, effectivement, dans ce cas-là, il s'est bien agi d'interdire à quelqu'un d'exprimer des opinions. Il faut dire que maintenant, dire que cette partie de l'Algérie est finalement marocaine, ça y est, tout le monde l'a admis. Donc, vous voyez pas très bien pourquoi il reste en prison, effectivement. Mais enfin, c'était pas gagné. Donc, c'est une fort bonne chose. Chers auditeurs, donc nous nous retrouvons demain, puisque j'ai désormais 2 émissions jumelles, l'une le mercredi et l'une le jeudi. Et donc, je vous remercie de votre fidélité.
Et je souhaite à mes invités ainsi qu'aux auditeurs une excellente soirée.